Madame, moi je suis très heureux de vous recevoir dans ma petite commune de Bois-Plumoiseau, 500 habitants. En plus, au musée de l'abeille, où le siège d'Humanité Madagascar. Alors, comme vous le savez, le Téléthon, c'est l'affaire d'Humanité Madagascar avec tous les bénévoles. Nous, la commune, simplement, on met à disposition nos locaux, salle des fêtes et tout le matériel de la salle des fêtes. Alors ce soir, je pense que vous allez encore nous révéler tout ce que le Téléthon apporte à nos enfants malades, aux parents, que c'est un combat pour eux, toute leur vie, j'ose dire. Alors pourquoi le Téléthon? Le Téléthon, c'est uniquement pour collecter de l'argent, pour soutenir les chercheurs, pour avancer dans la recherche, afin de pouvoir soulager tous ces enfants et tous les malades. J'ai l'occasion ce soir de remercier publiquement tous les bénévoles qui œuvrent de la commune et de la France entière, qui œuvrent pour le Téléthon bénévolement, et vraiment ils s'en donnent. Alors ce soir, tous, vous allez être en plus encore plus motivés, parce que je pense que c'est le but de la réunion, c'est de motiver aussi tout le monde, et que le Téléthon 2017 sera encore mieux que les autres années. Merci à vous tous. Bienvenue ici dans notre village, comme monsieur le maire Jean-Pierre vient de le dire, hein, dans ce lieu aussi touristique, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Hein. Je voudrais simplement dire et rappeler un petit peu comment est né le Téléthon ici dans notre village. Je voudrais d'abord saluer Alain, qui est là, Alain Gilles, en fin de compte. C'est lui, Alain Gilles, qui en 1994, sa fille était avec quelques soucis de santé, et il a eu l'idée, bien sûr, de rebondir sur le Téléthon qui existait déjà depuis 1987. Donc il avait déjà 7 ans. Alors on a démarré voilà, ensemble avec l'association qui était portée par l'association de tennis de table de l'époque. Hein. Quelques années ont passé, bon, on a fait du tennis, on a fait des choses sportives, etc. Donc on a commencé voilà, comme on a pu avec les moyens que nous avions. Et puis en 2002, Alain, pour des raisons professionnelles, a dû, monsieur le maire, bonjour, a dû bien sûr changer d'orientation, et bien sûr le Téléthon, il était là, c'était lui le responsable à cette époque-là. Et puis bon, on ne pouvait pas laisser tomber le Téléthon, pourquoi ? Parce que dans le village, nous avions 3 enfants qui étaient concernés, qui étaient malades, et on ne pouvait pas laisser tomber de ça. Donc j'ai repris, et quand il est revenu de son travail d'ailleurs, eh bien voilà, il a replongé, voilà un petit peu comment le Téléthon a continué à persévérer. Puis je voudrais citer une amie qui nous accompagne énormément, c'est Aurélie. Aurélie, je suppose que certaines d'entre vous, vous la connaissez peut-être sous, Aurélie Pack, qui est atteinte d'une myopathie, bien entendu, et qui, selon son état de santé, est toujours avec nous. Et si tout va bien, elle sera à nouveau à notre Téléthon, et une danse en fauteuil roulant, je vous prie de croire qu'il faut le faire. Alors je remercie tous les bénévoles, et bien c'est pour tous ces gens qui ont besoin, et Madame Le Floch, hein, que je remercie d'avoir choisi notre tout petit village, hein, pour venir vous exposer un petit peu où on en est du Téléthon. Moi j'en sais déjà beaucoup, parce que tout à l'heure, avec la presse, il y a une quantité d'informations qui nous ont été confirmées, qu'on a appris, et surtout des résultats, mais je ne vais rien dire, c'est elle qui est là, et que je remercie infiniment d'être avec nous ce soir, et qui porte ce Téléthon. Je vais bientôt vous inviter à la réunion pour organiser le Téléthon 2017, qui aura lieu, comme vous le voyez sur les affiches, le 8 et le 9 décembre. Coordinateur départemental, c'est un grand mot. J'ai peut-être une certaine responsabilité, mais c'est avant tout un travail d'équipe. C'est un travail qui ne se fait pas tout seul. Un coordinateur ne peut pas être partout sur le terrain, donc je tiens à les remercier. Hein, je vous les présenterai tout à l'heure. Parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui, sur votre secteur, puisse aller vous rendre visite, vous dire bonjour, vous féliciter. Lors d'un remise des fonds, bien souvent, remettre le chèque devant la presse. Monsieur le maire aime très bien ça aussi, hein, les remises devant la presse. Et alors, la presse, elle adore. Hein, donc on tient aussi à les remercier. On a aussi parmi nous la délégation du Pas-de-Calais. La délégation, je vous tiens à vous signaler, c'est des bénévoles qui ont en charge
les malades et familles de malades, c'est-à-dire c'est pour les faire sortir de l'isolement. Leur rôle est justement de faire sortir les malades de l'isolement par des réunions, par des sorties, par des rencontres avec des chercheurs ou quel que soit. Donc je tiens à les remercier de leur présence avec Françoise ici. Et puis je ne vais pas continuer plus longtemps. Je vais simplement passer la parole à Nolwenn qui va, elle, vous présenter les prouesses du Téléthon. Bonsoir à tous, excusez-moi, petit réglage technique. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je voulais remercier Monsieur le maire pour son mot d'accueil. Et juste souligner une chose, vous avez parlé de petites communes. Et je crois qu'il est très important que chacun entende qu'il n'y a pas de petites communes, il n'y a que des grands cœurs, il n'y a que des grands bénévoles. Je viens moi-même d'une petite commune, si on doit la qualifier petite par son nombre d'habitants, je suppose que c'est ce que vous vouliez dire. Et moi je viens d'une petite commune, alors vous aurez deviné de quelle région, hein, puisque je m'appelle Nolwenn Le Floch. Le quiz n'est pas très difficile, mais c'est vrai, d'une petite commune qui se mobilisait aussi pour le Téléthon, qui se mobilise toujours pour le Téléthon. Mon premier Téléthon, je l'ai fait en 1989, c'est pour vous dire. Mais voilà, il n'y a pas de petite commune, il n'y a que des grands bénévoles et des grands cœurs, et ça je tenais à le souligner. Et puis raison. D'abord, je viens pour vous dire merci. Merci pour votre mobilisation. J'espère que vous allez comprendre vraiment à quel point on a besoin de vous et tout ce qu'on est capable de faire grâce à vous. Donc je viens d'abord pour vous dire merci. Je viens ensuite pour vous rendre compte. Et là, la journaliste m'a dit rendre compte ou rendre des comptes. Et donc je lui ai dit l'un n'empêche pas l'autre. Mais évidemment rendre compte, puisqu'il est extrêmement important pour nous, à FM Téléthon, de partager avec vous notre combat. On est vraiment tous dans une même équipe. C'est vraiment cette notion qu'on doit avoir tout le temps. Alors à des postes différents, hein, il y a le gardien de but, l'arrière latéral, le stopper, l'avant-centre, mais il n'empêche qu'on fait partie d'une même équipe. Et c'est ce qui fait aussi la force de la FM Téléthon et ce pourquoi on arrive à de tels résultats, parce qu'on a tous un seul et même objectif, quelle que soit la façon dont on se mobilise. Et quand je dis même équipe, les chercheurs font partie aussi de cette même équipe. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle je viens à vous, c'est pour vous rendre compte. Et puis la troisième raison, alors là, elle est un peu égoïste et personnelle, mais bon, comme je me sens bien, là, je vais vous l'avouer, je viens reprendre de l'énergie, parce que je ne vous cache pas qu'on court tout le temps, on se bat tout le temps, c'est un combat quotidien. Là, et à chaque fois que je viens sur le terrain, quand je repars, je me dis juste que la nature humaine est magnifique, qu'on ne doit rien lâcher, vraiment, minute après minute. Et donc je viens aussi égoïstement reprendre de l'énergie auprès de vous. Voilà. Alors lorsque l'AFM Téléthon a commencé, donc je vous ai dit, ça a été la création de Généton, recherche fondamentale, décryptage du génome humain, identification de gènes, et puis après ça a été les travaux pour arriver aux premières thérapies géniques. Et puis la première victoire sur la thérapie génique, la plus emblématique, mais la première, ça a été ces fameux bébés bulles en 2000. Donc vous avez tous, à un moment donné, vu des images, hein, tout le monde s'en souvient, ces bébés atteints d'une maladie du système immunitaire qui, grâce à une thérapie génique, pouvaient enfin sortir de leur bulle. Voilà, ça c'est une victoire emblématique de la thérapie génique, enfin la première, parce qu'il y en a eu d'autres évidemment depuis. Et puis quelques années plus tard, la FM Téléthon a créé un deuxième laboratoire, qu'on appelle l'Institut de myologie. Alors myo, c'est muscle. Hein. L'Institut de myologie, il est à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. Et à l'époque, lors de sa création, c'était vraiment, là aussi, une vision assez unique et atypique. C'était l'objectif de rassembler dans un même lieu des malades, des médecins, cliniciens et des chercheurs, pour que chacun, enfin voilà, qui se retrouve sur un même lieu, et en partant aussi de l'idée que le malade est expert de sa maladie, et en l'écoutant, on peut aussi mieux comprendre la maladie, et pourquoi pas envisager à la fois une meilleure approche thérapeutique, mais aussi pourquoi pas une autre vision de la recherche. L'Institut de myologie, c'est un institut qui est financé par la FM Téléthon et qui est donc à l'hôpital de la Salpêtrière. Et puis où il y a des chercheurs qui travaillent sur les maladies rares neuromusculaires. Et puis le troisième laboratoire, sa création a été en 2005, c'est le laboratoire ISTEM, qui lui aussi est à Évry, comme Généton, hein, où il y a le siège de l'association de la FM Téléthon. ISTEM, c'est un laboratoire qui travaille sur la thérapie cellulaire. Alors, je vais essayer de vulgariser les choses hein, et de le faire assez vite.
avec deux approches. Première approche, c'est d'avoir des cellules qui ont la même mutation que les malades, et donc étudier ces cellules pour comprendre le mécanisme de la maladie. Fondamental de comprendre le mécanisme de la maladie, d'abord pour essayer de la traiter, et puis aussi pour essayer de trouver, d'identifier ce qui ne va pas, pour que après les équipes puissent faire ce qu'on appelle des criblages. Alors des criblages, c'est quoi? À ISTEM, ils ont à peu près 20 000 molécules dans ce qu'ils appellent une chimiothèque. C'est 20 000 molécules existantes qui sont sur le marché. Et lorsqu'ils découvrent pour une maladie, ils ont un modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle cellulaire. Ils ont des cellules qui ont la mutation. Une fois qu'ils ont découvert le défaut qui caractérise la maladie, d'une certaine manière, ils peuvent, grâce à un énorme robot, mettre les molécules. Alors, ils ont alors les chercheurs qui travaillent à l'ISTEM l'expliquent très bien. Ils parlent d'un tamis comme si c'était des chercheurs d'or. Alors, ils ont des cases où ils mettent les cellules. Et puis, ils passent dans un robot. Le robot met une molécule par puits. Et puis après, tout ça est traité. On regarde si le marqueur qu'on avait trouvé de la maladie, le défaut dans la cellule est corrigé. Et puis, voilà, ils passent plein de molécules et puis ils arrivent à voir s'il y a une des cellules dont le défaut est corrigé. Et dans ces cas-là, ils se disent, potentiellement, cette molécule-là, peut-être qu'elle a la possibilité de donner un effet. Et à ce moment-là, ils rentrent dans des phases de recherche un peu plus poussées sur ces molécules-là. Tout ce que je vous raconte depuis 30 ans, depuis le premier Téléthon, Généthon qui a commencé, où il y avait le décryptage humain à faire, du génome humain à faire, et puis vers les essais, tout ça avance. Et puis quand on est arrivé aux premiers essais, il a fallu produire les lots pour faire les premiers essais de thérapie génique. Et donc à ce moment-là, on a créé une plateforme industrielle qui s'appelait Généthon Bioprod. Généthon Bioprod produisait les lots d'essais pour pouvoir faire les essais cliniques chez les patients. Et puis ce qu'on voit arriver pour les années à venir, c'est de plus en plus de programmes de recherche sur des maladies qui vont rentrer en essai. De plus en plus d'essais, on le souhaite, qui vont être probants et qui vont donc ouvrir sur des autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire des autorisations de les administrer à tous les patients atteints de la maladie. Et pour ça, la plateforme industrielle qu'on avait créée ne suffisait pas en termes de taille de production. Or, vous imaginez bien que pour nous, parents, d'imaginer qu'un traitement puisse exister pour un enfant et qu'éventuellement on ne puisse pas le lui administrer parce qu'on n'est pas en capacité de le produire, ça serait juste quelque chose d'absolument intolérable. Et donc, l'AFM Téléthon a signé un partenariat avec la Banque publique d'investissement et qui a débouché sur la création de ce qu'on appelle d'un laboratoire, une plateforme industrielle qu'on appelle Hyposkésie. Je vais vous expliquer pourquoi. Hyposkésie avec un Y au début, avec pour objectif de créer donc à la fois les lots d'essais, les lots de thérapie génique et les lots de thérapie cellulaire pour les essais cliniques, et puis aussi tout simplement les médicaments de thérapie cellulaire et les médicaments de thérapie génique, une fois qu'on considère que le bénéfice est tel qu'il y a une autorisation de mise sur le marché, et tout ça à un prix juste et maîtrisé. Notre directeur scientifique nous dit régulièrement que dans les 5 ans qui viennent, on va accumuler plus de savoir-faire, de compétences technologiques, de compréhension intellectuelle, de connaissances en 5 ans qu'on en a accumulé dans les 30 dernières années. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on cherche sur une maladie, on développe des savoir-faire, des connaissances, qui bénéficient aussi aux autres indirectement. Et donc c'est vraiment cette notion d'accélération que tout le monde doit avoir en tête. Et même si on est très fiers des avancées thérapeutiques qui ont été générées par l'AFM Téléthon, donc par vous, eh bien on ne souhaite qu'une chose, c'est que on continue à se mobiliser encore de plus en plus pour que ça aille de plus en plus vite, parce qu'il reste encore beaucoup de maladies rares sans traitement, malheureusement. Alors, la deuxième mission de l'AFM Téléthon, c'est aider. Alors, aider, alors je vous l'ai dit, l'AFM Téléthon a un champ d'action sur les maladies rares, et donc a créé une plateforme, la plateforme Maladies Rares à l'hôpital Brousset, où il y a Maladies Rares Info Service. Il y a aussi Alliance Maladies Rares, qui est un collectif d'associations de maladies rares, qui a été créé par l'AFM Téléthon et qui est largement financé toujours par l'AFM Téléthon. Un collectif, Alliance Maladies Rares, qui regroupe plus de 200 associations de maladies rares.
c'est important dans l'histoire de comprendre que le M de AFM veut dire myopathie. C'est-à-dire que c'est l'Association française contre les myopathies. Et c'est vraiment le cœur du combat, il faut bien le comprendre. C'est une association de parents et de malades atteints de maladies neuromusculaires. Il se trouve qu'après les premiers Téléthons, l'AFM Téléthon a eu, je dis souvent, à la fois l'intelligence et la générosité de s'ouvrir plus globalement sur les maladies rares. Mais le cœur du combat, évidemment, reste les maladies neuromusculaires. Et puis, parce que c'est important, j'ai parlé tout à l'heure des parents, des frères et sœurs. Et c'est vrai que la maladie rare dans une famille, ça bouleverse la vie de tous. Et les gens ont parfois besoin de souffler. Besoin de souffler. Il y a des maladies où les parents doivent se lever 2 ou 3 fois par nuit. Alors on le fait volontiers quand on a un bébé. Encore, c'est pas toujours un super souvenir. Mais quand on le fait et qu'on a accumulé 15 ans de fatigue, parce que ça fait 15 ans que ça dure, et qu'on ne peut pas se dire dans 2 mois c'est fini parce qu'on sait que ça va continuer, c'est juste extrêmement difficile. Et donc l'AFM Téléthon a créé 2 villages répit. Donc ce qu'on appelle les villages répit sont des villages où sont accueillis le malade et sa famille pour un temps de repos, ce qui leur permet de vivre ça comme des vacances, entre guillemets. Ils sont accueillis, il y a un accueil médicalisé qui permet du coup aux parents et aux frères et sœurs de se reposer un peu. Et j'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup touchée, mais vraiment profondément touchée, à Angers l'année dernière. Une maman qui racontait son séjour d'1 semaine dans un village répit. Et elle y était allée avec son enfant qui était malade, et son mari, et les 2 frères et sœurs, parce que c'est une fratrie de 3 enfants, et il y en a un qui est malade. Et elle disait que ça avait permis de reconstruire la fratrie. Que ça avait permis, excusez-moi je le dis avec émotion, parce qu'elle avait eu un témoignage très bouleversant, et tout ça c'est grâce à vous, et c'est loin d'être anodin. Ça avait permis à ses parents aussi, pendant 1 semaine, de retrouver quelque part leur rôle de parents, et de ne pas être toujours aidants. Et ça avait permis aux frères et sœurs, du coup, de retrouver entre eux une relation différente, dans laquelle la maladie n'était pas en permanence présente. Donc, alors, les 4 affiches. La première affiche, c'est Mathilde. J'ai eu un petit problème, du coup, vous allez tous avoir un torticolis à gauche pendant quelques... Hein, on va essayer de faire vite. Quand vraiment ça devient trop douloureux, vous me dites. Hein. Mathilde, elle a une histoire juste extraordinaire. Mathilde est une jeune femme, jolie demoiselle, qui a une maladie neuromusculaire, qui a été diagnostiquée dans son enfance. Alors petit, elle marchait, elle courait, puis petit à petit, elle a perdu de la force musculaire. Et puis petit à petit, elle pouvait de moins en moins marcher, parce que ça devenait de plus en plus difficile. Et il y a encore quelques mois, enfin il y a un peu plus d'1 an à peine 1 an même, elle ne pouvait plus marcher que 20 mètres de suite. Donc elle passait sa vie quasiment tout le temps dans son fauteuil, puisque c'était plus possible de marcher sur de longues distances. Sa maladie avançait, elle voyait sa motricité se réduire de semaine en semaine. Et en fait, elle savait qu'elle avait une maladie neuromusculaire, mais elle ne savait pas laquelle, parce qu'elle n'avait pas été bien diagnostiquée. Quand je dis ça, je ne jette pas la pierre. Hein. Le diagnostic, c'est une vraie problématique, et c'est extrêmement difficile de poser le bon diagnostic, voire de poser le diagnostic tout court. Et puis Mathilde a continué à vivre, on voit qu'elle respire la joie de vivre, elle a fait des études, et puis elle est venue sur Paris et elle y a rencontré un jeune homme. Ils sont tombés amoureux, ils ont commencé à vivre ensemble, elle a commencé à travailler, et puis ils ont commencé à se poser naturellement la question de savoir si, dans quelques années, pas forcément tout de suite, s'ils souhaitaient un enfant, comment prendre le problème, plutôt le bonheur d'avoir un enfant dans ce contexte très particulier de la maladie. Est-ce que l'enfant aurait forcément la même pathologie? Quelles seraient les conséquences éventuellement sur Mathilde? Enfin voilà, toutes ces questions qu'on se pose très naturellement. Et puis, du coup, elle a décidé d'aller à l'Institut de Biologie, le fameux laboratoire financé par la FM Téléthon. Vous vous souvenez, hein? Vous suivez? Il y a une interro à la fin. Donc, le laboratoire où il y a des malades, des médecins et des chercheurs. Donc elle est à l'Institut de Biologie, elle a été reçue par un de nos cliniciens, il lui a fait des prélèvements, voilà, et puis quelques temps plus tard, il lui a proposé un rendez-vous. Et je le dis, j'ai failli pleurer tout à l'heure, mais là je crois que j'ai encore...
Elle est allée à ce rendez-vous, et là, en quelques minutes, tout a basculé. D'abord, il lui a annoncé qu'il avait le diagnostic. Il avait enfin identifié le gène et le nom de sa maladie, qui est une myasthénie congénitale. Et quelques minutes après, je n'étais pas là pour voir, mais ça a dû se compter peut-être en secondes, il lui a annoncé que pour cette maladie, on a un traitement. Voilà. Et la vie de Mathilde, elle a juste été bouleversée, et cette fois-ci dans le bon sens. Mathilde est venue en juin aux Journées des familles. Elle était debout. Elle était debout parce que plus ça va, plus elle marche, et moins elle a besoin du fauteuil. Et elle essaye même de courir, et elle dit avec beaucoup d'émotion à quel point courir est une joie phénoménale. Et sa prochaine objectif, c'est d'apprendre à danser. Voilà. Lou, c'est une adorable jeune demoiselle qui a 4 ans et qui souffre d'une amyotrophie spinale infantile. Souvent, on dit SMA. C'est une des maladies emblématiques du Téléthon. On a souvent des témoins SMA. Parce que c'est tout simplement une des maladies neuromusculaires les plus répandues, bien qu'elle reste rare. Les 2 plus connues sont la myopathique du chêne et la SMA dont souffre Lou. Lou a 4 ans, elle est extraordinaire, elle a pris le micro devant 2000 personnes à Vincennes, ça ne lui a posé aucun souci, elle a fait rire les 2000 personnes, elle est vraiment hyper pétillante. Lou a 4 ans et déjà ne marche pas, enfin ne marche plus on va dire. Ce qu'incarne Lou quand même, c'est le vrai espoir, en tout cas l'espoir qu'ont ses parents, puisque dans l'amyotrophie spinale infantile, le gène a été découvert il y a 26 ans. C'est pour vous dire que la recherche est longue, mais c'est le temps de la recherche, même si Serge Braun nous promet que ça va accélérer, c'est quand même long. Et dans cette maladie dont le gène a été découvert il y a 26 ans, il y a de plus en plus il y a des traitements qui arrivent, et il y en a un en particulier qui est en essai actuellement, qui offre des résultats absolument extraordinaires. Et les parents sont évidemment dans cet espoir qu'on puisse traiter leur petite. La 3e témoin est Anaëlle. Anaëlle souffre d'une maladie de la vision qui lui fait perdre la vue petit à petit. Et c'est une maladie de la rétine. Et ce qu'incarne Anaëlle, c'est aussi l'espoir, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, ISTEM, notre laboratoire qui travaille sur la thérapie cellulaire, va rentrer en 2018 sur un essai sur les maladies de la rétine et les parents. Alors la maman de Anaëlle est orthoptiste et elle croit beaucoup en toute la recherche là, et tous les essais qui explosent un peu de partout là, au niveau de la vision. Et donc il y a un vrai espoir aussi pour pouvoir sauver la vue d'Anaëlle. Et puis le dernier témoin, alors moi j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, je l'ai vu à un Téléthon Merci il y a 2 ans déjà dans l'Isère. Il a un regard incroyable, il ressemble beaucoup à son papa d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi cette affiche. Il s'appelle Apollo, il a 11 ans, il souffre d'une myopathie des ceintures pour laquelle il n'y a absolument aucun traitement. Et où on ne peut pas dire dans 2 ou 3 ans on commence un essai, on peut espérer que... Il y a vraiment là une notion d'urgence. Et quelque part aussi à travers Apollo, l'idée c'est de dire... Oui, il y a plein d'avancées thérapeutiques. Oui, les diagnostics sont de mieux en mieux posés. Oui, on a gagné 15 ans de vie. Oui, ça fait 30 ans qu'on se mobilise, mais il y a 7500 maladies rares, il reste des choses extraordinaires à faire. Je vous l'ai dit, la vitesse à laquelle on avance maintenant n'est plus du tout la même qu'il y a 30 ans. Et ben, une fois par an, on doit se mobiliser, on vend des crêpes, on en mange aussi, on gonfle des ballons. Il faut vraiment qu'on continue parce qu'on ne peut pas laisser... certaines maladies sur le côté. Et Apollo, vous verrez, alors pas en direct parce que vous serez tous sur le terrain, mais vous aurez occasion d'aller sur notre site de la FM Téléthon. Il y a aussi des webdocs régulièrement si vous voulez vraiment découvrir les familles. Apollo est d'une intelligence incroyable. Il parle, il émeut tout le monde. Il a une maturité exceptionnelle. Il y a plein de gens, je pense, même moi peut-être, adultes, qui n'auraient jamais sa maturité. C'est un témoin juste extraordinaire et son slogan c'est de dire qu'il est un guerrier mental. Alors son papa dit mon fils est un guerrier, mais Apollo dit moi je suis un guerrier mental. Le Téléthon, cet événement de générosité et de solidarité unique au monde. Unique au monde, alors j'ai mis quelques chiffres par exemple pour l'année dernière. 51 499 940 € rien que sur le 3637 et le téléthon.fr par courrier, donc ça c'est les dons. Près de 38 millions sur le terrain.
Mais sur le terrain, moi je dis toujours à mes bénévoles, c'est pas 38 millions qu'on collecte, c'est beaucoup plus. Parce que c'est les affiches qu'on met dans les boulangeries, c'est les banderoles qu'on met à l'entrée des ronds-points, c'est les articles dans la presse régionale qui fait connaître le Téléthon et qui donne envie aux gens de donner. C'est tout ça. C'est 12 millions de téléspectateurs, 600 professionnels de France TV, 30 animateurs mobilisés. Il n'y a plus une seule émission qui fait 30 heures en direct. En direct. Et ça, c'est juste exceptionnel, je peux vous dire, parce que en fait, je ne me suis pas présentée directrice de la collecte et de la mobilisation, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité de 2 équipes. L'équipe qui s'occupe du terrain, qui accompagne nos chers bénévoles, qui eux-mêmes vous accompagnent sur le terrain, et l'autre équipe dont j'ai la responsabilité est l'équipe qui s'occupe de l'émission télévisée. Et pour travailler toutes les semaines avec France Télévisions pour la construction de l'émission, je peux vous dire que c'est unique de pouvoir faire 30 heures d'émission en direct. Et il y a beaucoup de gens à France Télévisions qui sont très heureux parce que c'est quand même de l'adrénaline. L'année dernière, c'était 100 défis en France. Il fallait topper les images au bon moment, les passer et tout. On a réussi à passer les 100 villes. C'était juste, mais c'était un stress incroyable. Mais quelque part, c'est de l'adrénaline et un enjeu. C'est un défi, c'est une prouesse. C'est un défi de le penser, c'est une prouesse de le réaliser. C'est ça le Téléthon. Voilà, donc j'avais mis quelques chiffres, mais surtout, ce qu'il faut retenir, et ces chiffres qui font de nous l'événement de solidarité unique au monde, bah, c'est ceux-là. EDF, La Poste, les Lions, les pompiers, et puis on aurait pu mettre aussi France Télévisions, sans lesquels l'émission télévisée ne serait pas possible. Je dis souvent que c'est lié. Si un jour il n'y a plus le terrain, en moins de 2 ans il n'y a plus de télé. Et si un jour il n'y a plus de télé, je crains qu'à un moment donné, il y ait moins cette force exceptionnelle de l'événementiel, de l'événement Téléthon, et le terrain aurait plus de mal aussi. C'est vraiment lié, même si ça peut paraître complètement différent. Et bien là encore, ça incarne le fait qu'on est tous dans la même équipe et que ça peut marcher parce qu'on a le même objectif et qu'on s'y tient. Et qu'on le fait de manière sérieuse, rigoureuse et transparente. CAM, qui s'appelle l'opération 1000 chercheurs. C'est une opération qui va être à sa 4e édition, non 5e édition, qui est victime de son succès. L'idée était très simple au départ, c'est de se dire, voilà, on fait 1000 interventions dans des établissements. On envoie des chercheurs. Et les chercheurs viennent dans les établissements scolaires. Alors c'est pour collège, à partir du niveau 3e, et dans les lycées. Et parfois, il y en a eu de temps en temps en BTS, DUT, mais plus rarement. C'est quand même plutôt pour les lycées et fin de collège. Et il y a un chercheur qui, à votre demande, donc peut venir dans l'établissement scolaire, parle de la recherche, de ce qu'il fait. Alors d'abord globalement de ce qu'est la recherche, ensuite de ses travaux, de ce qu'il fait lui, pour concrétiser un peu les choses. Et puis après, l'objectif c'est aussi de donner envie aux jeunes d'aller dans la recherche. Et les chercheurs expliquent qu'on peut travailler dans la recherche sans forcément être chercheur, qu'on a besoin de techniciens de laboratoire, de biostatisticiens, enfin de plein d'autres métiers. Et c'est un succès fou. L'année dernière, c'était plus de 1000 interventions. Et malheureusement, on n'arrive pas à répondre à la demande. Et comme vous n'avez jamais la possibilité de le voir, puisque vous êtes par définition sur le terrain, j'ai eu envie de vous faire partager le best-of de l'année dernière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé à faire le Téléthon en 89. J'avais 18 ans. J'en ai 46 maintenant, ça vous évite la soustraction. J'ai fait le Téléthon, en fait, je dois vous avouer, pas pour faire le Téléthon, j'ai fait le Téléthon pour faire la fête. Et puis parce que je savais que c'était une belle cause. C'était tout nouveau. Moi, je suis née dans une famille où je suis tombée dans le chaudron magique de l'engagement associatif, toute petite. On a dit tout à l'heure, quand on aime, on ne compte pas. Quand on fait partie d'une association, généralement, on ne fait pas partie d'une association, on fait partie de 5 associations. Mais mon père était comme ça, mon grand-père, le sabotier, il était comme ça aussi. Et donc moi, depuis toute petite, les samedis soirs, c'était on range les tables, les chaises. Le dimanche, avec les cours cyclistes, on range les ganivelles. Enfin voilà, c'était tout le temps... C'était comme ça, pour vous dire, en CM2, avec mes amis d'enfance, on est un petit groupe, on est toujours très solidaires encore. En CM2, parfois, quand il pleuvait, ça n'arrive pas souvent en Bretagne. Non, sérieux, c'est comme chez vous.
dans notre cœur, il est toujours un grand soleil. Et ben, parfois, à la récréation, donc on était un peu coincés dans le couloir, du coup on sortait pas, quand il pleuvait vraiment beaucoup. Et des fois, on jouait à élire une association. Ça nous est revenu il n'y a pas très longtemps, on en rigolait, quoi. Donc on élisait un président, un secrétaire, un trésorier, tout ça, parce qu'on était baignés là-dedans. Et la récré sonnait, c'était fini, bon, l'association était dissoute, on ne savait même pas à quoi elle aurait servi, mais c'était pas grave. On était contents, on avait fait un bureau. Et donc dans cette bande de jeunes, j'étais la plus jeune. Et on avait donc ils ont attendu que j'ai 18 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, on est à la préfecture, on déposait les statuts d'une association qui n'avait rien à voir avec la lutte contre la maladie. Une association qui s'appelait donc le Comité d'animation des jeunes de Camors. Il est né un 12 janvier 2005, puisque mon fils aîné qui était en parfaite santé, mais vraiment parfaite santé. Hein. Bon, c'est vrai, il était diabétique depuis quelques temps. Mais voilà, on apprend à vivre avec, même si le jour où ça a été découvert, j'ai l'impression que le monde s'arrête de tourner. Je paierais très cher maintenant pour que ça s'arrête là. Une visite de routine chez l'ophtalmo qui, alors qu'il avait près de 10 dixièmes à chacun des deux yeux, fait apparaître une atrophie optique. Et puis il avait aussi un petit problème urologique, une échographie qui n'était pas bonne à la naissance, mais il n'avait aucun souci a priori, juste il y avait un truc qui était bizarre, mais il ne comprenait pas quoi. Et donc voilà, je suis sortie de chez l'ophtalmo alors que j'allais juste vérifier que tout allait bien parce qu'il rentrait en CE2, mais c'est tout quoi. Et c'est vrai que l'annonce du diagnostic c'est quelque chose de terrible. Vous sentez physiquement, la terre qui s'effondre sous vos pieds. Et vous ne vous sentez pas isolé, c'est pire que ça. Vous vous sentez abandonné. Abandonné parce que quand le diagnostic est tombé 4 mois plus tard, on nous a dit qu'il n'y a aucun espoir, aucun programme de recherche. Et je peux mettre des guillemets parce que ça résonne encore dans mes oreilles. On nous a dit profitez des années de bonheur que vous avez devant vous. C'est juste insupportable. En tout cas, ce 12 janvier 2005, quand j'ai quitté l'ophtalmo, je ne savais pas encore ce qu'il avait. J'ai juste compris que la vie basculait. Je suis rentrée chez moi, en tournant le rétro pour pas qu'il me voie pleurer. Ce jour-là, il pleuvait pas. Je peux vous dire qu'il faisait très beau et j'étais contente qu'il fasse beau parce que j'ai pu mettre mes lunettes de soleil. Lui, il avait qu'une hâte, c'était d'aller au goûter d'anniversaire où il était invité. Je l'ai amené à son goûter d'anniversaire et je me suis mise sur Internet en rentrant chez moi. Et j'ai tapé son diabète, son atrophie optique, un petit problème qu'il avait, qui apparemment n'était pas grave. Et je suis tombée sur un site de l'AFM Téléthon. Un site, c'était un forum de discussion qui était dédié aux maladies rares. Et il y avait 2 jeunes hommes de 25 ans que j'ai connus après, qui racontaient l'évolution de leur maladie. Et j'ai appelé mon médecin en me disant écoutez, moi je suis très humble, j'ai pas fait médecine, mais là je suis juste en train de lire l'histoire de mon fils avec 20 ans d'avance. Et donc en fait, j'ai posé le diagnostic de mon gamin en quelques heures, grâce à vous, grâce à la FM Téléthon. Et quand le diagnostic a été confirmé, puisqu'après évidemment il y a eu des prises de sang, et quand le diagnostic a été confirmé et qu'on nous a dit aucun espoir, aucun programme de recherche, j'ai décidé de me battre. Et j'ai passé des nuits entières à lire des publications médicales pendant des mois, et puis j'ai fini par identifier des chercheurs qui s'étaient penchés sur cette maladie. Et à un moment donné, j'avais ma liste, et je voulais les réunir, mais je me disais, une petite maman perdue en Bretagne, elle n'a pas grande crédibilité pour dire à ces chercheurs japonais, américains et autres, français aussi, il y avait des Français, venez à Paris pour travailler ensemble. Et à ce moment-là, on se retrouve au Téléthon 2008. Et au Téléthon 2008, pour tout vous dire, là aussi j'ai un peu honte, mais j'avais demandé à mes garçons de ne pas mettre la radio, de ne pas mettre la télé, parce que je me sentais nulle, quoi. J'avais l'impression que tout le monde se battait, que moi j'arrivais à rien. J'avais fait mon don, je faisais mon 36-37, mais je ne voulais pas voir la télé. Et mon plus jeune fils, déjà très indiscipliné à l'époque, a allumé la télé. Et je suis tombée sur un reportage sur les maladies rares de la vision. Et je me suis dit, mais mince, le Téléthon que j'aime tant, le Téléthon qui m'a donné tant de bonheur, ça se peut qu'ils peuvent m'aider. J'ai écrit une lettre à Laurence Tino-Herman, qui m'a répondu 2 jours plus tard, qui m'a reçu dans son bureau. Et puis à partir de là, la FM Téléthon m'a accompagnée dans mon combat. Et pour vous dire que tout s'accélère, j'ai pu organiser le premier congrès de chercheurs en octobre 2009. On va faire le 7e en juillet 2018, donc 7 congrès en 9 ans, 5 programmes de recherche, dont un financé par le Téléthon, des consultations pluridisciplinaires.
et depuis quelques mois, 2 essais cliniques. Voilà. Et donc voilà, tout ça, excusez-moi parce que c'est une date particulière pour moi aujourd'hui. En tout cas, je suis venue chercher de l'énergie auprès de vous, mais surtout, je suis venue vous dire merci. Pas pour moi, je suis venue vous dire merci pour tous ces parents, pour tous ces malades, parce qu'on est tous dans la même histoire. Et qu'on doit tous continuer, tout simplement. Parce que finalement, quand on est parent, c'est pas pour 10 ans, c'est pas pour 30 ans. C'est pour la vie. Et on doit continuer à se battre jusqu'au bout. Voilà, tout accélère grâce à vous. On va avoir de plus en plus de réussite. C'est obligé, comme disait Léo dans le film. Et donc voilà, juste, je sais pas comment vous le dire, j'aimerais tous vous faire des gros bisous. À chaque fois que je viens sur le terrain, j'ai l'impression d'être chez moi, que c'est mes amis, mes voisins, mes oncles, mes tantes qui sont là. Parce que partout où je vais, je peux vous dire, on est tous de la même équipe et on est tous pareils.